Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, je souhaite partir d'un cas concret qui m'a été remonté par un officier. Dans le cadre d'un divorce, il a vu les montants qu'il percevait au titre de l'IGAR et de l'indemnité d'état militaire chuter de plusieurs centaines d'euros mensuels, avec en parallèle le versement d'une pension alimentaire. Cet exemple n'est pas isolé. Il illustre des situations de fragilisation financière brutale liées à des divorces, eux-mêmes souvent en lien avec les contraintes du métier militaire, notamment l'éloignement et la mobilité. Par ailleurs, la mise en place de l'IGAR soulève d'autres effets indirects. Son caractère imposable peut peser sur le pouvoir d'achat réel et elle semble parfois conduire à un célibat géographique contraint. Certains militaires sont ainsi emmenés à laisser leur famille en Provence, faute de pouvoir se loger en région parisienne, ce qui accentue encore la fragilisation des équilibres familiaux. Ces éléments interrogent la cohérence globale de notre politique de soutien aux familles, ainsi que nos objectifs en matière de fidélisation. Dans ce contexte, et j'ai entendu votre réponse sur le fait qu'il y ait des études en cours, estimez-vous cependant que ces effets de bord persistants mériteraient d'être corrigés et que le dispositif actuel, notamment autour de l'IGAR, devrait être adapté par le ministère des Armées, voire amendé à l'occasion de l'actualisation de la loi de programmation militaire? Merci beaucoup. Merci. Les officiers nous occupent beaucoup, mais pas seulement. Et je dirais que si l'IGAR est fiscalisé, à côté, il y a l'indemnité d'état militaire qui ne l'est pas. Et l'ensemble de ces deux dispositifs s'est substitué à l'ancienne ICM qui était, du point de vue de l'égalité des Français devant l'impôt, il faut dire les choses, et du point de vue de la régularité légale et constitutionnelle de sa défiscalisation, on va dire problématique. Voilà. Donc, si on est passé de l'ancienne ICM à un dispositif qui désormais a circonscrit à l'indemnité d'état militaire la fraction de cette indemnité qui n'est pas fiscalisée, et évidemment, c'est parce que nous n'avions pas le choix. Et donc, pour répondre à votre question, je ne crois pas que le fait, évidemment, de payer des impôts sur une partie de sa rémunération à l'espèce l'IGAR soit de nature à changer à l'avenir. Voilà. Ensuite, les effets de bord, il faut vraiment les comprendre. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous avez une partie de votre rémunération qui est corrélée à la composition familiale et où la composition familiale change à la suite d'un événement tel qu'un divorce, il est assez difficile d'empêcher la conséquence que vous dites, c'est-à-dire une diminution de la valeur de cette indemnité. Mais, encore une fois, sur un plan de principe, si on étudie, si on se pose vraiment de ces questions, c'est bien dans l'idée de porter remède à un certain nombre de dysfonctionnements ou d'effets de bord si on arrive à les cerner, à les qualifier précisément. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le Directeur, vous voulez peut-être... En deux mots peut-être. L'IGAR augmente. Et en fait, pour répondre aussi à la question du député Chenevard, beaucoup de gens passent des tranches dans l'imposition sur le revenu parce que leur revenu augmente. Et ce n'est pas tant la fiscalisation de l'IGAR que l'augmentation globale de leurs revenus, indemnitaires puis indiciaires, qui conduisent à ce que des militaires passent des tranches. Mais là, on revient sur une question qui dépasse de très loin nos débats du jour, c'est le barème de l'IR. Mais tous les cas d'espèce qu'on étudie au quotidien, puisqu'on fort à chaque fois, et la situation que vous nous relevez, on la regardera très volontiers si vous le souhaitez au plan technique. En fait, on a ce constat. Ce n'est pas tant la fiscalisation, c'est l'effet de l'augmentation des mesures indemnitaires et indiciaires qui font que nos militaires progressent dans le barème de l'impôt sur le revenu. Et ça n'interdit pas, évidemment, comme l'a dit le secrétaire général, de faire des ajustements. Ces ajustements, ils ne seront pas miraculeux. Puisqu'on a des tranches d'impôt sur le revenu, il y aura toujours des problèmes de passage de barème. Puisqu'on s'appuie sur les foyers fiscaux, il y aura toujours, en cas de modification familiale, des incidences. Et notamment, puisqu'on a calqué notre cartographie sur le zonage officiel des logements et des zones en tension. Quand des gens déménagent ou changent d'une zone, tout zonage emporte des conséquences quand on passe d'un côté ou de l'autre d'une zone. Donc, ce ne sera jamais parfait. C'est un système ultra compliqué. Et par contre, il y a quand même beaucoup de progression de revenus qui est importante avec NPRM. Un simple mot sur fidélisation, pour dire qu'on évoque rarement ce qui est probablement le premier facteur de fidélisation, c'est-à-dire l'activité de nos militaires, le fait qu'ils puissent s'entraîner, le fait qu'ils aient du matériel neuf, le fait qu'ils aient des conditions de travail, d'engagement, de préparation opérationnelle qui s'améliorent. Et ça, évidemment, l'accélération des moyens capacitaires n'a rien de contradictoire avec la fidélisation de nos personnels. Bien au contraire, on le voit dans tous les régiments, toutes les bases navales ou les bases aériennes où du matériel neuf arrive, où l'activité augmente. Ça a un effet fidélisant très fort sur le personnel. Ça n'exclut rien de tout ce qu'on s'est dit sur le logement, la rémunération, la prise en compte des familles, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi des conjoints, tout ça existe. Mais l'activité demeure une variable principale de la fidélisation. Merci, Monsieur le Directeur.
Un grand merci, monsieur le secrétaire général. Merci aussi, madame la directrice, pour tous vos réponses. Merci, mes chers collègues. Nous nous retrouvons donc plus tard pour la suite de nos travaux. Merci.